Alors arrive le moment des retours d'expérience. Donc je vous ai expliqué pourquoi ce secteur-là de la marketplace était important, au moins online, était en train de prendre le marché, hein, tout simplement. Ça, il n'y a qu'à voir les chiffres. Eh bien, on va avoir des retours d'expérience. Donc par 3 utilisateurs et qui ont fait leur ouverture de marketplace. Donc avec Tristan Balosian pour la marketplace Le Duf, alors je fais dans l'ordre du canapé, il n'y a pas de priorité. Donc Faustin Facon pour la partie pêcheur.com. Donc moi je vais pas plus loin dans le détail puisqu'ils vont se présenter eux-mêmes. Hein. Et ensuite Daniel Valentin pour CVA Villaverde. Donc là l'idée c'était vraiment de rentrer dans le concret donc, des utilisateurs, de façon à voir ce qui est facile, ce qui n'est pas facile. Il y a des choses qui sont difficiles, forcément, comme n'importe quel métier. Ouvrir une boulangerie, c'est pas facile. Ouvrir un site e-commerce, c'est pas facile. Ouvrir une marketplace, c'est pas beaucoup plus facile. Voilà. Mais ils vont vous dire pourquoi, les atouts, les inconvénients, les difficultés, les facilités, etc. Et pourquoi ils l'ont fait, tout simplement. Donc je vais laisser la parole à chacun d'entre eux, donc qui va avoir une dizaine de minutes déjà pour présenter, pour que vous compreniez ce qu'ils font. Et ensuite, nous, on va animer avec une série de questions pour creuser un peu plus chacun des projets. Voilà. Qui est le plus... Alors, non, mais dans l'ordre ou alors non, ça change pas grand-chose. Qui est le plus motivé à commencer? Alors, je vais ici, donc... Ça marche là? Merci. Ok, et donc Daniel Valentin, donc je suis DSI de CVA. CVA, c'est quoi? C'est la centrale d'achat d'un réseau de jardinerie, donc les enseignes Villaverde, Baobab et aussi des indépendants. En tout, 150 jardineries sur le territoire français. Donc j'ai un badge noir, mais il pourrait presque être rouge, parce qu'en fait, initialement, c'est pour les Grenoblois. Vous connaissez peut-être Frédéric Francillard du Villaverde de Échirol, qui est adhérent de la Gouane, et qui me passe un peu le relais par rapport à ça. Voilà. Donc nous sommes basés à l'île d'Abo. Donc nous, en tant que centrale d'achat, en fait, on est sur une centrale d'achat et de référencement pour nos jardineries. Donc notre métier principal, c'est de référencer des fournisseurs pour les magasins physiques, bien sûr, de leur offrir des conditions commerciales et aussi d'offrir de vendre aussi des services à nos adhérents. Donc il y a le référencement, bien sûr. Il y a la partie communication, on leur vend des outils de communication, même la pub télé en ce moment, je ne sais pas, on est sponsor météo de France 2 en ce moment, vous avez peut-être vu. On leur vend aussi tout ce qui est un service de plan, s'ils veulent faire des travaux. On a une plateforme de distribution physique de tous nos produits à marque propre. Donc où là, ils peuvent acheter, se fournir sur cette plateforme, et aussi on fait de l'import-export. On importe des produits type pour Noël ou des choses comme ça. On leur propose aussi un service e-commerce, puisqu'on a un site de e-commerce B2C villaverde.fr, où nous, en tant que centrale, on gère la plateforme ex-Magento qui devient Oro en ce moment. Je suis vraiment sur le feu. Et donc ils mettent en ligne leur catalogue, mais c'est nous, en tant que centrale, qui organisons toute la partie technique. Et le dernier service en date, depuis, on va dire, un petit peu plus d'un an, c'est la marketplace. On leur a mis en place une marketplace pour... est-ce que je détaille tout de suite ou est-ce qu'on en reparle après? Un peu détaillé. En fait, l'origine, c'est... la marketplace, il y a 3 opérateurs. Il y a les vendeurs, il y a les acheteurs qui sont dans le magasin, et il y a l'opérateur, la marketplace, nous. Donc en fait, on a réfléchi, il y a un intérêt pour les 3. On avait au départ, nous, c'est plutôt l'aspect logistique qui nous a poussé qui nous a éveillés sur la marketplace. Effectivement, nous avons une plateforme de distribution et où on fait beaucoup de stockage, et en fait nos fournisseurs viennent livrer dessus, et nous on redispatche à la petite semaine à nos magasins, certains étant petits avec des petites quantités. Et donc on sent bien qu'il faut qu'on diminue cette fonction de stockage et qu'on aille plus vers du cross-dock, c'est-à-dire qu'on regroupe des commandes de différents fournisseurs sur notre plateforme pour les redistribuer. Et la marketplace, c'est un outil qui permet ça. Enfin, nous on l'a utilisé au départ pour ça. Autre aspect par rapport aux vendeurs, c'est vrai que nos fournisseurs, certains,
Ce sont des petits fournisseurs, ils n'ont pas forcément de force commerciale qui est sur le terrain 24/24, enfin, qui peut couvrir tous les magasins. Où on a des fois, on a des gros fournisseurs. Je prends en arrosage, je tire du Gardena, pour vous dire des marques que vous connaissez. Puis après, on veut peut-être faire rentrer un petit concurrent qui n'est pas trop connu, qui arrive sur le marché, le mettre sur la marketplace, ça lui donne une vision et nous, ça nous permet aussi, et ça permet, donc le troisième point, à nos adhérents, d'avoir une offre plus étendue, d'avoir un lieu unique où passer leurs commandes de réapprovisionnement. Donc voilà, il y avait les trois composantes étaient gagnantes sur cette marketplace, donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dessus. Voilà. Merci. Finalement, on rejoint un peu ce qui a été évoqué, c'est une offre plus étendue, plus de services et d'aller de bout en bout de la chaîne avec ce format marketplace. Donc on est sur des intérêts assez classiques. Faustin ? Bonjour, Faustin Falcon, moi je suis dirigeant de pêcheur.com. Alors pêcheur.com, qu'est-ce que c'est? C'est donc le leader de la vente en ligne d'articles de pêche depuis, et un site qui a été créé, en fait, qui est un dinosaure, c'est pas moi qui ai fondé, qui est un dinosaure du web, puis ça a été créé en 2000. À l'époque, justement, ça a débuté, l'histoire de pêcheur.com a débuté par un format marketplace, on ne peut plus classique, inspiré d'ailleurs de ceux qui commençaient de se faire avec la marketplace de librairie d'Amazon. Petit à petit, ce modèle a évolué au fil du temps, avec aujourd'hui un modèle qui est quasi complètement hybride, c'est-à-dire qu'il garde en lui-même les gènes de la marketplace, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec pas de stock, ou quasi peu, mais avec une multitude de fournisseurs, pas de magasins vendeurs, de fournisseurs qui sont des grossistes en fait, plus ou moins, dans le secteur de la pêche, c'est encore très archaïque la distribution, puisqu'il y a beaucoup de points de vente, de petits détaillants encore. Donc on fonctionne avec zéro stock, avec ses fournisseurs. Par contre, on assure une logistique et un service client comme un e-commerce classique. On ne travaille pas avec With The Place sur cette partie-là. Si on travaille avec With The Place, c'est pour monter justement une autre offre. Le besoin auquel on s'est mis à répondre, c'est qu'en fait, de plus en plus, on faisait face à plusieurs types de concurrence. Tous ces petits détaillants organisés se mettaient à faire leur déstockage, se mettaient à vendre leurs produits propres, ou les marques propres qui appartenaient à leur réseau de distribution sur des plateformes souvent peu spécialisées. Donc, on pouvait les retrouver sur Amazon, mais on pouvait les retrouver sur eBay, on pouvait les retrouver sur des formats même pas en marketplace, sur Le Bon Coin, ou sur des plateformes plus spécialisées comme Naturabuy qui a été cité tout à l'heure. On faisait face à ça, et de l'autre côté on faisait face aussi à un marché de passionnés qui commence de plus en plus à se structurer, à vendre entre eux, via Facebook, via Le Bon Coin, un gros marché, on en parlait tout à l'heure, de l'économie circulaire ou de la deuxième. Et en fait, pourquoi? Parce que ça vient répondre à un besoin qui est que sur un marché de passionnés, on dépense forcément plus que de raison, mais qu'à un moment donné, on ne veut pas sacrifier son expérience, mais on veut du prix. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait répondre à ce besoin des clients en montant cette marketplace, et qu'on allait probablement pouvoir être légitime vis-à-vis des vendeurs de par nos savoir-faire et de par notre enseigne d'origine. Parce qu'au-delà de la mise en relation, on peut mettre en œuvre aujourd'hui des choses qui vont faciliter la vie des vendeurs, donc des magasins ou des particuliers qui vont souhaiter vendre leurs produits d'occasion à travers nos savoir-faire logistiques, notre catalogue produit, nos savoir-faire en termes de SAV, etc.
Et donc, on a construit cette marketplace en imaginant un modèle économique un tout petit peu différent. Tout à l'heure, on parlait de business model. Nous, c'est vraiment le cœur de notre recrutement vendeur, c'est de proposer un business model non plus basé sur la mise en relation, la monétisation de la mise en relation. On applique toujours une commission, mais qui n'est plus basée simplement sur la mise en relation, mais qui est basée sur les services qu'on va pouvoir proposer aux vendeurs. Par exemple, saisir le catalogue produit à leur place. Par exemple, assurer le retour du produit à leur place, c'est-à-dire racheter nous-mêmes le produit si jamais il y a un retour et assurer ce retour gratuit pour le client final. Donc voilà, en quelques mots, on rentrera peut-être plus dans les détails tout à l'heure, voilà grosso modo le projet qu'on a monté avec With the Place. Et ça s'appelle Pêcheur Connect, pour faire le lien avec l'enseigne de base pêcheur.com. Voilà. Merci, et merci d'avoir rappelé le 4e point de business model que j'avais oublié, alors que c'est un point important, donc les services aux vendeurs. Il faut savoir que Uber fait 30% de ses revenus en services aux vendeurs. Il a lui-même une marketplace pour les chauffeurs, donc sur lequel ils peuvent louer une voiture, ils peuvent acheter le matériel, ils peuvent acheter les bouteilles d'eau, les bonbons, enfin un peu tout. Et c'est pareil pour Jumia, une marketplace africaine qui fait près de la moitié de ses revenus en services aux vendeurs. Bonjour à tous, moi je suis Tristan Balosian, j'accompagne le groupe Le Duf dans le déploiement de sa marketplace qui s'appelle Gourming. Je vais vous parler rapidement du groupe Le Duf. Je pense que quasiment tout le monde connaît le groupe Le Duf à travers les enseignes retail qui sont Delarté ou la Brioche Dorée. Anciennement on avait Burgers, maintenant devenu Ginger, donc des enseignes plutôt retail sur de la restauration rapide. Il y a aussi une autre partie du groupe Le Duf qu'on connaît sans connaître, c'est ce groupe qui s'appelle Bridor, qui fait partie des pépites du groupe et qui est un peu la locomotive du groupe Le Duf. C'est plus de 300 commerciaux dans le monde qui commercialisent des produits surgelés et essentiellement de boulangerie, des croissants, des pains au chocolat. Vous avez aussi des macarons, enfin, il y a tout un tas de produits comme ça surgelés. Et j'ai même découvert que chez le nôtre, c'était des surgelés de chez Bridor. J'étais très déçu, mais après tout, ils sont bons, donc pourquoi pas. Donc du coup, c'est un gros groupe, puisqu'on fait maintenant quasiment plus de 3 milliards, je pense, d'euros de chiffre d'affaires. Et le président Louis Le Duf a eu une vision qui était de dire, à l'époque, on transportait la marchandise entre un fournisseur et un client avec une charrette, sont arrivés les camions, et le camion de demain c'est l'internet, donc vous allez me faire une marketplace, il n'avait pas appelé ça comme ça. Dans sa première version, une V1, où on était en pur modèle marketplace, et la promesse c'était de pouvoir proposer à des petits producteurs français de s'exporter à l'international. Il s'interdisait de se concurrencer lui-même et ses distributeurs sur la France, et plutôt d'effacer les emmerdes de tous ces petits producteurs qui voudraient partir à l'étranger. Comment est-ce que je m'assure que mon produit passe une frontière? Comment je peux l'expédier avec un bon hub de logistique? Et ça, c'est mon métier. Comment, sur le terrain, avec mes commerciaux Bridor, je suis capable d'aller élargir ma longue traîne, mais cette fois-ci avec le digital. Est né Gourming, c'était il y a un peu plus de 2 ans et demi, avec une version vraiment très classique. On embarque les 600 producteurs à la KYC, c'est eux qui vendent sur la plateforme, très compliqué à l'étranger. Et j'ai été sollicité il y a maintenant 1 an et demi pour refactorer cette plateforme. Et c'est assez intéressant parce que on a eu un premier retour d'expérience sur cette marketplace un peu classique, et le business du F&B et le digital, ils ne sont pas encore tout à fait tous très copains. On ne fait pas changer de fournisseur à son restaurateur juste parce qu'on passe en digital, ça ne marche pas. Il faut encore faire pas mal de terrain. Et on s'aperçoit aussi que quand on veut s'adresser à l'étranger, on ne passe pas forcément en direct, on passe peut-être par des distributeurs. Et puis là où on faisait que de l'épicerie, on se dit que potentiellement le frais ou le surgelé, ça peut être un bon axe de développement. Donc cette version 2 de la marketplace, elle a été pensée pour pouvoir
adresser toutes ces problématiques avec un mode un peu hybride. Tu parlais d'e-procurement ou de plateforme d'achat. On a monté une marketplace qui fait du many to one, qui permet au groupe d'acheter les produits des petits producteurs en vue de les revendre à plusieurs personnes, et on monte à ce moment-là sur une plateforme qui est plutôt e-commerce, à des distributeurs qui eux-mêmes deviennent marchands sur des marketplaces, dites-nous filles, qui sont adressées par zone. J'en ai une sur le Canada, une sur l'Europe, avec des problématiques qui sont plus ou moins différentes. Donc l'idée, ça a été de se dire comment est-ce qu'avec un seul produit, on est capable d'adresser toutes ces problématiques. Et c'est toute l'ambition du projet de Gourming, c'est d'être capable justement de répondre à tous ces besoins du F&B en faisant aussi bien du e-procurement, de l'e-commerce que de la marketplace, avec une seule plateforme, et c'est celle qui a été choisie, celle de WeThPlace. En fait, si je dois mettre pour prendre, parce que je connais le projet forcément un peu plus clair pour les non-initiés, une marketplace, c'est 3 acteurs. C'est des vendeurs tiers, un opérateur et des acheteurs. Dans le cadre de ce projet-là, il y avait 4 acteurs. Il y avait les producteurs, donc les fruits, légumes, les éleveurs de viande, enfin bref. Les producteurs, des distributeurs, l'opérateur de la marketplace et des acheteurs. Donc si vous regardez bien, il y en a 4 acteurs, il n'y en a pas 3. Et donc l'idée qu'ils ont eue, ça a été de faire 2 marketplaces reliées entre elles, qui permettent de faire d'abord les producteurs vers le distributeur principal étant l'opérateur lui-même, comme sur Amazon par exemple, qui est lui-même e-commerçant, et une deuxième marketplace qui est des distributeurs vers les restaurateurs, et avec une liaison et une automatisation de la relation entre les 2 plateformes. Voilà. C'était un petit résumé, parce que c'est un projet assez complexe et ambitieux. Voilà. Donc, très intéressant, puisque maintenant on commence à avoir des retours terrain. C'était pas assez compliqué, on est parti au Canada. Au Canada, vous avez même des contraintes sur des droits d'exportation. Ne peut pas vendre qui veut ou exporter qui veut des produits. Donc on vit au jour le jour des retours d'expérience assez intéressants sur les contraintes de chacun des pays, sur les taxes, sur les contraintes d'exportation, sur la logistique, sur le dédouanement. Donc c'est vraiment très 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 intéressant, très riche en apprentissage, et le modèle de la marketplace en tant que tel, on l'adresse à la fois pour des distributeurs parce qu'on leur propose un assortiment qui a été trié par des acheteurs qu'on a chez nous, mais on leur donne aussi des outils à ces distributeurs pour vendre en digital, ce qu'ils ne font pas forcément aujourd'hui, à des clients restaurateurs sur lesquels on pousse le service assez loin, puisque on s'adresse à des clients finaux qui sont les autres restaurateurs en poussant des contenus assez viraux pour dire dans ton pays tu peux maintenant avoir de la sole française, et si tu veux l'avoir, passe chez ton distributeur. Donc c'est un modèle assez intéressant, puisqu'on arrive à faire de la vente de produits qui sont pas forcément demandés par des distributeurs, à travers des clients finaux qui, eux, vont se retourner en disant mais j'ai vu qu'il y avait ces produits-là chez nous, on les veut. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on arrive à faire une boucle entre la technique et le marketing pour pouvoir arriver à générer des ventes. Voilà. Alors moi j'ai une question pour tous les trois. Voilà. L'idée c'était de vous poser la question comment vous avez réussi à faire venir des vendeurs en fait tout simplement sur votre marketplace. Quelle équipe vous avez été amené à mettre en place? Est-ce que vous avez utilisé finalement des équipes qui existaient déjà dans votre société? Quels outils vous avez mis en place pour attirer des vendeurs? Alors, en fait, nous, les arguments pour les vendeurs, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est pour ceux qui n'ont pas de force commerciale assez importante pour couvrir tout le territoire et adresser tous les magasins physiques. Là, ils le font simplement sur la marketplace, ils sont très visibles. Ils ont aussi possibilité de faire des animations très rapidement, de déclencher une promo, ils la mettent en ligne sur le site, c'est instantané. Et voilà, il y a toute la partie animation commerciale, c'est ce qu'on leur vend, donc la visibilité et l'animation commerciale. Après, en termes, comme ce sont nos fournisseurs et qu'on a une centrale de référencement, ce sont les acheteurs chez nous, les chefs de produits qui
dans la relation avec les fournisseurs, quand ils rencontrent les fournisseurs, sentent s'ils peuvent leur proposer la marketplace ou pas. C'est un métier que vous connaissiez, c'est surtout ça. Oui, vous métier. avez un avantage. Il y a quand même des marketplaces qui se lancent en ayant des atouts avant même le lancement. Et ça fait partie de... Et aussi donc la problématique transport, c'est effectivement à ce moment-là, vous via la marketplace, vous livrez tout en un seul point unique qui est notre plateforme, et après nous on redispatch, donc vous économisez en frais de transport. Nous aussi d'ailleurs, mais c'est le deal, c'est le but. Voilà, en gros c'était. Vous avez surtout, vous aviez déjà en fait les bons interlocuteurs. Vous avez surtout modifié en fait l'argumentaire en basant sur les services additionnels. Tout à fait. Service supplémentaire, oui, et aussi pour nos adhérents, mais pour les vendeurs, oui, c'est un service supplémentaire. Merci. Alors, nous, pour attirer les vendeurs, donc on a deux types de vendeurs. Le détaillant, le petit magasin, et puis le client déjà de la plateforme pêcheur.com. Pour le premier, on est passé par... souvent ces petits détaillants appartiennent elles-mêmes à des centrales d'achat coopératives, très souvent. C'est organisé comme ça. Donc on est allé voir la tête de réseau de la coopérative et on lui a proposé simplement de nous aider à convaincre les détaillants de ne plus aller mettre leurs offres sur des marketplaces non spécialisés, mais plutôt sur la nôtre. Pour ça, on a donc défini un business model qui était un tout petit peu différent. Je vais me comparer à NaturaBuy, je vais me comparer à Amazon ou autre. Si je suis non spécialiste, mais je vais me comparer à NaturaBuy, c'est plutôt le bon exemple. NaturaBuy, marketplace spécialisé, mais qui fait simplement de la mise en relation. Donc pour faire de la mise en relation, elle a un coût d'acquisition du trafic. Ce coût d'acquisition du trafic, moi je ne l'ai pas puisque je l'ai déjà sur pêcheur.com. Ce qui me permet du coup de faire un peu de dumping sur le prix de la commission sur cette partie-là et de proposer par contre d'autres services. Comme aujourd'hui je sais référencer des fiches articles, puisque j'ai mutualisé des ressources avec le site existant pour référencer ces fiches articles, je peux aussi proposer ça puisque j'ai développé un savoir-faire là-dessus. Donc ma commission elle est attachée à ça. Et ça c'est un vrai frein à la digitalisation d'un petit détaillant. C'est comment je vais faire, avec quel temps, je suis tout seul dans mon magasin, pour rentrer ma fiche article. Donc on leur a proposé ça. La deuxième chose, c'est une fois que j'ai fait la vente, comment je vais gérer, s'il y a un retour. Voilà. Aujourd'hui, en place sur le site pêcheur.com, le retour gratuit est fait via les relais. Vous éditez une étiquette de retour via votre interface, vous allez le poser dans un relais, le retour est pris en charge par pêcheur. Nous, on a proposé, moyennant une commission, pareil, de dire on peut gérer le retour à votre place. Ce qui se passera, c'est qu'on vous rachètera le produit pour le revendre, mais en fait, pour le client, ça va être blanc. Troisième élément, la logistique, où dans le business model, on leur dit aujourd'hui, on a des contrats avec le volume d'affaires qu'on fait qui nous permet d'avoir des coûts limités sur la logistique, donc sur l'expédition de vos colis. Et donc on va vous forfaitiser ça, puisqu'en plus de ça, on a une connaissance à peu près du coût moyen au colis. On va forfaitiser ça, donc ce qui fait que vous, quand vous êtes vendeur, ça vous sécurise sur le fait que vous n'avez pas forcément à avancer l'argent du colis, à chercher, à se dire je vais modéliser mes frais de port en fonction des produits que je vends, etc. Non, on vous propose de vous simplifier la vie là-dessus. Donc ça, c'est les arguments qu'on a construits ensemble avec la tête de réseau, en identifiant en fait les freins à la digitalisation des détaillants. Et puis sur la partie particulier, c'est un peu avec la même philosophie. Qu'est-ce qui constitue un frein quand je veux vendre en ligne? Là, je reprends là-dessus, mais ça c'est pour moi un vrai frein. Et je vais avancer les frais de port, je ne sais pas combien je dois les vendre par rapport au prix de mon produit. Et du coup, en leur proposant aussi d'utiliser nos services ou nos contrats de transport là-dessus, ça leur simplifie la vie, et c'est le principal argument qu'on a pour recruter les vendeurs. Enfin, au niveau des équipes,
on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mutualisé des équipes qui étaient déjà en place chez Pêcheur et qui soit ont complété leur temps de travail sur leur métier, je parlais de la saisie des produits, soit ont l'habitude de prendre des projets. On a des chefs de projet chaque fois qu'on développe un nouveau service, et puis il y en a un qui a pris ce projet-là, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si vous en aviez conscience ou si vous l'avez utilisé, c'est la technique qu'a utilisée il y a un petit moment Alibaba pour grossir et pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'Alibaba est centré sur le vendeur, donc a trouvé tout un tas de services pour faciliter la vie des vendeurs. Ils ont été vraiment très loin, puisqu'ils ont même créé des villages Taobao. Si dans certains villages, il y a assez de vendeurs sur leur marketplace, alors différentes marketplaces, ils en ont plein, ils ont Taobao, Tmall, Alibaba et plein d'autres. Carrément, ils en viennent à mettre un labo photo et des rédacteurs web et des traducteurs à disposition dans le village. Donc c'est ce qu'ils appellent les villages Taobao. Donc là, c'est à l'extrême, mais en tout cas, c'est ça l'idée, c'est de faciliter la vie des vendeurs, parce que plus il y a de vendeurs, ensuite, plus il y aura de produits, et plus il y a de produits, plus il y a d'acheteurs. Puis après, vous avez l'avantage qu'ont, ce qui a été dit au début, un certain nombre de plateformes qui ont déjà un site et qui ajoutent une marketplace, et effectivement, si vous avez déjà du trafic, et ça a beaucoup de valeur, évidemment. Super, hein, merci. J'avoue que j'avais pas conscience que vous aviez pris cette voie-là. Côté Gourming, on a aussi deux types de marchands, on va dire. On est en B2B. Les premiers, c'est assez historique, c'est les petits producteurs. C'est 3 ans de sourcing avec une équipe de 4-5 personnes qui est allée chercher. Aujourd'hui, on a, je crois, quasiment 18 000 références, que ce soit dans le frais, dans l'épicerie, le non-alimentaire. Donc c'est un gros travail de sourcing. Surtout que la plupart, ils sont absolument pas matures ni sur ce que c'est qu'un catalogue, ce que c'est qu'une belle photo. On a vécu des grands moments de solitude sur les photos. C'était quelque chose d'assez incroyable. Surtout quand vous vendez au colis, au carton, des produits surgelés. C'est magique, ça donne envie. Donc ça, c'est 3 ans de sourcing complexe, et on a capitalisé justement sur la V1 pour garder ces éléments-là, pour les réinjecter dans la deuxième version. Et puis on a une deuxième source de marchands qui sont les distributeurs, et on a la chance d'avoir déjà au sein du groupe Duc des distributeurs, des produits Bridor, donc l'approche auprès de ces distributeurs est beaucoup plus simple. On vient leur apporter des produits supplémentaires avec des clients avec lesquels ils parlent déjà. Ils ne sont pas forcément tous ouverts à ce que ça se passe sur une plateforme qui soit tiers, mais quand ils n'ont pas de plateforme et qu'on vient leur apporter des résultats, ils s'ouvrent et ils se laissent faire. Et c'est plutôt une manière intelligente aussi de dire les 18 000 rêves, tu les achètes pas. On les met à ta disposition, et quand on transforme des commandes en digital, à ce moment-là, on est capable d'aller les sourcer et faire en sorte qu'on passe dans le modèle j'achète, je consolide, je te vends à toi distributeur, et toi tu vas pouvoir distribuer au client final. Donc c'est assez complexe à mettre en place en termes de connectique, on va dire. Mais le vendeur ne se stocke pas des 18 000 références. Il vient chercher celles qui l'intéressent. Il peut décider de se stocker de celles qui tournent le plus, et on le conseille vivement de le faire parce que ça réduit les temps d'approvisionnement pour les clients finaux. Mais la manière d'aller les recruter, elle est plutôt assez bien cadrée, puisque c'est sous contrôle du groupe, avec la réputation du groupe Le Duf et de ce qu'ils ont déjà démontré. Tristan, ça rejoint là la question qu'on a vue tout à l'heure, qui est si on fait le marketplace mais qu'on oublie son réseau, en fait, on peut se planter. Et là, en l'occurrence, c'est d'avoir 1000 réseaux de distributeurs à l'intérieur de la marketplace. Et c'est arrivé après. Et c'est d'ailleurs pour ça que la V1 n'a pas forcément super bien marché, puisqu'on ne s'est pas servi de ce réseau de distribution. Et c'est un bon exemple, c'est pas le seul. On parlait des KYC tout à l'heure, on parlait de la maturité des marchands. Dans la bouffe, c'est très compliqué. Donc d'être capable d'effacer les emmerdes et d'être celui qui est l'acheteur unique, et là on rejoint la partie du procurement, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que vous embarquez pas forcément tous les KYC, vous n'en avez pas forcément besoin, vous avez des conditions de paiement qui sont différentes avec vos producteurs, vous n'êtes pas obligé de repasser par un PSP, enfin il y a des modes un peu débrayés qui sont assez malins pour éviter justement tout l'écueil qu'on a pu avoir sur la V1. Sans parler du transport, de la logistique, des transferts de propriété au moment où vous envoyez la cam dans un pays à 10 000 km. Enfin, en fait, notre problème, c'est que c'est un secteur sur lequel la vente en ligne, même globalement, est encore récente.
je ne sais plus qui tout à l'heure me disait, qu'il y a encore 85% des ventes qui sont offline, hein, mine de rien, il ne faut quand même pas l'oublier. Sauf qu'il y a des secteurs sur lesquels le ratio est encore plus important, et c'est l'alimentaire, on est évidemment un des plus bels exemples, on est à bien plus de 90%, 95% de la vente qui se fait offline. Et la relation, même entre l'acheteur final et le marchand, qui est le distributeur et avec ses commerciaux, elle est encore très archaïque. On passe, on se tape un coup dans le dos, ça c'est pas, tout n'est pas dématérialisé. Quand on regarde ce que font même les concurrents de Grooming, Métro, ils ont 3 ans de retard et ils sont essentiellement sur le non-alimentaire, ils annoncent plein de choses, mais c'est pas encore là. Quand on prend Rungis, ils sont bloqués parce que il y a des problématiques de confidentialité sur les prix. Est-ce que moi, distributeur, j'ai envie de montrer à tous mes petits camarades à combien je vends les produits? Ils n'ont pas envie de le faire. Donc c'est vraiment un secteur, le F&B, qui est complexe à adresser. Il faut du prix dynamique, il faut de la confidentialité. Nous, par défaut, quand vous venez sur Grooming, on ne vous affiche pas les prix. Il faut vous inscrire sur certaines marketplaces, on va dire filles, comme ce sont des prix de vente distributeurs à des professionnels. On laisse le professionnel s'inscrire, et là il voit les prix, mais c'est pas des prix grossistes comme annoncé par Rungis par exemple. Donc ce sont des prix, voilà, des prix publics professionnels, mais les prix pratiqués, il n'y a pas les notions de remise sur volume, il n'y a pas les notions de prix dégressif, il manque énormément de choses sur ces plateformes. En fait, on en est exactement, alors là on parle de problèmes, mais en fait c'est les problèmes qui sont plutôt, et c'est un peu bizarre de le dire comme ça, des facteurs de succès, puisque je disais au début, rappelez-vous, les facteurs de succès, c'était, le troisième, c'était d'avoir une difficulté à sourcer. C'est-à-dire que si c'était facile, soit l'e-commerce, en fait, classique, répondrait déjà aux besoins, soit il y aurait déjà des marketplaces sur ce segment-là, tout simplement. Et c'est cette difficulté qui est là, donc c'est une difficulté de sourcing, c'est regrouper l'offre parce que, pour différentes raisons. Là, en l'occurrence, la problématique n'est pas trop réglementaire, elle est sur, c'est un métier qui n'est pas digital, pour faire simple. C'est un métier où déjà avoir un PDF avec le catalogue d'un producteur, c'est dur. Alors, un Excel, c'est miraculeux, et des API, c'est du jamais vu. Donc, s'ils connaissent le mot. Donc, c'est plutôt logique que ce soit difficile, cette partie sourcing, parce que sinon, ce serait déjà une marketplace, en fait, tout simplement. Donc, c'est ce qui fait qu'une fois que toutes ces difficultés-là sont passées, ça peut boomer, ça peut faire ce boom. Je rejoins ce que tu dis, puisqu'on s'aperçoit, nous, qu'on a rajouté le non-alimentaire qui ne faisait pas partie de l'assortiment de base de la V1, et sans difficulté, on fait de du non-alimentaire comme le fait Amazon. On a même été approché par Amazon sur un certain nombre de nos rêves qu'ils n'ont pas et qu'ils souhaiteraient avoir pour nous sourcer en tant que marchand. Évidemment, c'est pas l'ADN du groupe Le Duf et ils n'ont pas encore répondu oui ou non, mais en tout cas, ça prouve que même Amazon a conscience qu'ils ont un certain nombre de limites, même dans leur modèle, où certains marchands ne veulent pas venir. Tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'il faut aller ou pas sur Amazon. Nike ne voulait pas y aller, Apple ne voulait pas y aller, ils y sont aujourd'hui. Donc c'est qu'à un moment donné, ils ont changé d'avis. Est-ce que c'est la bonne politique sur du premium? J'avoue que je suis surpris de voir Apple, mais ça prouve que tout le monde peut changer. Moi j'avais une autre question, est-ce que vous avez découvert des bénéfices inattendus en fait en créant un marketplace, des choses que vous n'aviez pas prévues? Et deuxième question aussi, du coup, est-ce que ça vous a peut-être donné envie de lancer d'autres projets autour du sujet des marketplaces dans votre groupe? Alors, inattendu. Si, en fait, on se rend compte, ça ouvre d'autres perspectives, mais qui ne sont pas forcément, marchandes. Si, par exemple, quand on fait des catalogues, des prospectus que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. Donc là, c'est des opérations commerciales où on source en avant les fournisseurs, ce qui me fait quel produit et tout. Et actuellement, c'est fait un peu, je dirais, à la main et tout. Et en fait, la marketplace, c'est un des projets qu'on a. Elle nous permettra carrément en interne que les vendeurs viennent mettre leur proposition de tarif pour cette opération
sur la marketplace. Nos acheteurs internes les valident ou pas, puisque dans le processus du marketplace, un vendeur met ses produits et après l'opérateur valide ou pas. Et une fois que c'est validé, on pourra effectivement les mettre en ligne et visibles à nos clients, à nos magasins. Et en plus, on aura de fait une visibilité totale sur l'opération de tout ce qui a été acheté par qui et quel, alors qu'actuellement on ne l'a pas. Voilà, c'est le genre de choses. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je vous ai expliqué, mais... Oui, en fait, c'est quand vous diffusez un catalogue papier aujourd'hui, vous ne savez pas, vous pouvez éventuellement constater empiriquement qu'il y a une hausse des ventes, mais vous ne pouvez pas affecter chaque vente à ce catalogue. Alors qu'en ligne, ce que vous voulez évoquer, c'est qu'on peut beaucoup plus faire du reporting. Oui, c'est la partie en amont. C'est-à-dire actuellement, voilà, il y a un catalogue, les chefs de produits, les acheteurs contactent le fournisseur, qu'est-ce que tu me fais comme prix sur tel produit? Et après, on envoie à nos magasins, sous Excel, un bon de commande, voilà, pour que le catalogue, tu peux commander à tel fournisseur, à tel prix. Et voilà, et on ne sait pas forcément ce que commandent nos magasins aux fournisseurs, puisque ça ne passe pas par nous. Alors qu'avec la marketplace, déjà, ça sera tout en ligne, et ça sera plus facile de dire, avec on va pas rentrer dans la technique, mais on met un attribut qui est lié à l'opération, le catalogue du printemps. Notre acheteur, le magasin, sélectionne tous les produits du catalogue du printemps, il les achète à il choisit ses produits, il met ses quantités, et du coup, tous les vendeurs, on les commande aussi en même temps, et nous, en tant qu'opérateur, on a une visibilité de quels sont les produits qui ont été vendus et à qui. Là, vous êtes en train de faire, ce que je disais tout à l'heure pour Amazon, c'est d'acquérir de la connaissance sur tout ce qui se passe, et effectivement, tout à l'heure, je disais le deuxième point, c'est d'être data-driven. Donc là, vous êtes en train de commencer en fait à partir là-dedans. Effectivement, on acquiert de la compétence et de la connaissance du métier de façon beaucoup plus précise quand on maîtrise la chaîne de bout en bout. Ok. Faustin ? Alors, surprise, non, c'est quelque chose qu'on prévoyait, mais qui commence à se valider. Pour un pure player comme nous, c'est une rentrée en contact avec des gens qui ne sont pas digitalisés à la base, notamment les magasins et les détaillants. Et ce qu'on a envie de dessiner ou ce qui nous paraît logique de dessiner, c'est de passer d'autres étapes après et de réfléchir à comme on dit vulgairement, de l'omnicanalité. Et peut-être de passer par du commerce associé, parce que le gros défaut de beaucoup de détaillants, c'est de ne pas avoir aussi de visibilité claire. On va dire leur magasin tient beaucoup à leur personnalité, et l'accord et ce qu'on est en train de concevoir ensemble, ça va probablement nous transformer ou nous faire aller vers de l'omnicanalité en commerce associé avec ces gens. Et en fait, vous leur permettez de digitaliser aussi leur activité et d'être présents. Exactement. Finalement, ils font quelque chose qu'on ne sait pas faire, ils digitalisent leur offre, et puis nous, ça nous permet aussi la contrepartie, c'est de nous incarner, on va dire, dans le réel. Et donc, voilà, la suite logique qu'on attend, c'est ça, c'est ce qu'on avait un peu derrière la tête en y allant et en allant les chercher. Mais c'est ce qui se valide et se confirme aussi par les retours ou les premières discussions qu'on peut avoir ensemble. Voilà. En fait, vous êtes en train de faire ce que Amazon a fait avec les libraires. On est en train de faire ce que d'autres ont fait, ou ce que, je crois, une entreprise, c'est Sarenza, je crois, récemment, avec le groupe André. C'est Spartoo qui l'a fait, mais c'est Spartoo, pardon, qui cherche à aller dans l'omnicanalité, si ce n'est que ça représentera une difficulté. Pour l'instant, on met ce pas-là, on y va doucement, sachant que ce qui les fait réfléchir et ce qui nous amène à réfléchir, c'est les contraintes d'un petit détaillant, et le fait de se dire qu'en fait, la digitalisation de leur offre ou le lien avec une entreprise digitale comme la nôtre peut changer complètement le concept de leur magasin, parce que la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'avoir peu de choix,
parce que la zone de chalandise est très courte hein, sur un marché comme la pêche, donc c'est des petites structures, mais leur contrainte c'est les mètres carrés, c'est le stock, et finalement c'est une concurrence qui ne les place pas comme distributeurs spécialisés parce qu'eux-mêmes n'investissent pas dans la spécialisation, dans la connaissance de leurs produits. Et la modification vers laquelle on essaie de les amener, c'est un concept store où il y aurait peut-être beaucoup moins de produits, plus d'expertise, moins de mètres carrés, et où on serait beaucoup plus corrélé, où on saurait rendre l'offre, ou l'expérience d'achat qu'on offrirait finalement aux pêcheurs passionnés, c'est de venir acheter sa canne à pêche, même son leurre, hein, qui est un produit affectif, comme on va acheter une voiture ou une cuisine. C'est le sien, on l'a, et on peut avoir tout le choix possible. Et donc, et on n'a plus besoin d'avoir ces contraintes de stockage, de mètres carrés, de trésorerie, qui font toutes les contraintes aujourd'hui du détaillant. Par contre, on aura besoin d'une vraie spécialisation. Et nous, c'est notre ambition, c'est d'arriver avec eux à structurer la distribution spécialisée pour faire face à des offres qui ne sont que sur le prix, via des marketplaces américaines ou chinoises. Voilà. Trois choses, on va dire, inattendues. Déjà, le micro. Alors 4. La pertinence du catalogue et l'intelligence qu'on a pu y mettre au sein du groupe. On parle beaucoup des PIM externalisés avec de la data commune, que tout le monde se partage, les alchemix, etc. etc. Et en fait, on s'aperçoit que dans ce qu'on a construit comme offre et quel pays, quel produit, alors oui, les compositions, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais les éligibilités, les DLC avec de l'intelligence sur j'ajoute une donnée sur le transport, j'ajoute une donnée sur le dédouanement qui va me donner en gros si un produit peut partir dans un pays ou pas. Donc toute cette connaissance, elle est assez inattendue parce qu'en fait on s'aperçoit qu'elle est assez unique, elle a une certaine valeur. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est de pouvoir adresser, et c'est un retour d'expérience de la première version de cette marketplace, c'est j'adresse trois problématiques. On parlait d'e-commerce, d'e-procurement et de marketplace finalement, avec une seule plateforme technique. Ça paraît con, mais quand on a opéré plusieurs plateformes avec des technos différentes, et ça a été mon cas pendant très longtemps, d'avoir la même plateforme, même si elle fait du many to one, du one to many, du many to many, puisque c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on imbrique ces trois différents métiers ou manières de faire du commerce. Avec une seule plateforme, c'est assez inattendu de pouvoir le faire, et c'est sûrement ça où on se revendique d'avoir une marketplace entre guillemets hybride, et c'est plutôt malin. Ça c'est peut-être le deuxième point inattendu. Et puis, alors, celui-là, il est pour moi majeur, inattendu, c'est l'accueil des équipes et la conduite du changement, c'est inattendu. C'est-à-dire que ça fait peur. Dans quel sens alors? Ça fait très peur l'arrivée du marketplace dans un groupe industriel qui a des fondamentaux, 30 ans d'expérience avec son fax, son fichier Excel et ses vendeurs sur le terrain. Comment est-ce que je vais garder ma place, parce que si elle est digitale, parce que c'est un raccourci, ils sont aussi simples que ça, alors même qu'on est dans un métier où si on ne se parle pas, si on ne se touche pas, il ne se passe rien. Mais ouais, l'humain au sein de ces projets-là. Il y a quand même une grosse crainte. Oui. C'est amusant, c'est que souvent on nous dit, mais pas que pour la marketplace, mais peut-être encore plus dans l'esprit, comme c'est même pas eux les vendeurs, entre guillemets, si c'est une marketplace pure, c'est du coup il n'y a plus d'hommes derrière ou d'hommes et de femmes, ça tourne tout seul, comme par magie. Et il y a un chiffre qui est amusant, il y a 1 500 000 salariés chez Amazon. Voilà. Donc il y a un petit peu besoin d'hommes et de femmes, quand même. Donc à horizon, on va dire 3, 4, 5 ans, quelle est la part de chiffre d'affaires vous pensez en fait généré par la marketplace en pondération, on va dire?
Alors, bon, on est quand même au début. Hein, ce qui est sûr, c'est qu'on veut vraiment que la marketplace devienne vraiment le socle maintenant de nos relations fournisseurs et vendeurs. Donc, nous, on a des objectifs de progression. Faut monter au moins de 30%. Hein, enfin, mais bon, c'est un peu trop tôt pour le dire là. On va changer l'ordre. J'avais le micro du coup. Une chose qui est certaine, et pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est qu'il ne faut pas être pressé de faire du chiffre d'affaires les premières années sur une marketplace. Il faut être patient, parce que nombreux sont les business plans qui décollent très vite. Et quand ça arrive, tant mieux, mais c'est une mécanique qui doit se roder, et ça vient pas comme ça. Et je vous rappelle que le chiffre d'affaires du marketplace, c'est la commission, donc mécaniquement, même si le volume décolle, on redescend à des métriques qui sont mon chiffre d'affaires, c'est ma commission, elle est entre 5 dans le B2B jusqu'à 25 pour les plus chanceux dans les services. C'est pour ça que le service monte. Voilà. Mais donc du coup, de parler de part de chiffre d'affaires, de volume d'affaires plus facilement maintenant, et ça a une certaine valeur aussi, et ça permet de capitaliser au sein d'une entreprise. Maintenant, vous dire qu'au sein du groupe Le Duf, si le dirigeant, le DIF, nous parle du milliard, évidemment, depuis toujours. Maintenant, il faut être réaliste, ça prendra de plus en plus d'importance, et je pense qu'on arrivera sur des modèles beaucoup plus hybrides. On parle déjà de porter ce modèle marketplace pour le compte de Bridor, parce qu'in fine, Bridor, c'est des distributeurs, c'est un catalogue produit qui est 200, 300 références, avec des gros volumes, sur lequel ce qu'on fait sur Booming, on l'adresserait de la même manière pour Bridor. Encore une fois, rien n'est fait, mais la tendance voudrait qu'on aille vers une digitalisation et donc une part plus importante de cette marketplace. En fait, on est surtout en train de voir des choses très différentes. Il y a des business qui existent déjà offline, donc comme le DUF, dont l'objectif c'est à la fois de se digitaliser, parce que tout simplement s'ils ne le font pas, il y a d'autres qui vont le faire et qui vont prendre des parts de marché, hein, puisque les restaurateurs à force vont prendre l'habitude de commander sur des plateformes web parce que c'est la tendance logique. Et du coup, s'ils ne le font pas, ils vont perdre petit à petit des parts de marché. Puis après, vous avez par ailleurs ceux qui démarrent de rien et lancent une marketplace. Et donc là, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Vous avez des plateformes qui, on parle de Mano Mano aujourd'hui et 425, ils ont démarré avec... on ne met pas l'historique avant 2013, mais avant 2013, ils ont fait 0, puis 200 000, puis 1 million. Donc ils ont bien mis 2 ans à faire leur premier million. Par contre, après, ils ont fait 25, 80 et 400. Enfin bref, quand on crée de zéro, c'est évidemment... c'est pas plus dur en fait. Vous connaissez pas un e-commerçant qui en 5 ans a fait 400 millions non plus. Hein. C'est difficile. Mais par contre, quand c'est du transfert de chiffre d'affaires offline vers du online, là c'est différent. Ça c'est plutôt de la conduite du changement. C'est réussir à faire comprendre que si on le fait pas, en fait on va être en retard dans pas longtemps. C'est des Nokia qui dit on vend plein de téléphones, on s'arrête et on regarde ce qui se passe, et puis d'un seul coup l'iPhone arrive et dit mince, on aurait peut-être dû arrêter de se mettre en pause. Et donc c'est assez classique. Et enfin, par contre, vous avez ceux qui ont déjà un site qui fait un trafic intéressant et qui rajoutent une marketplace. Cdiscount a finalement très rapidement fait des grosses volumétries parce qu'ils avaient déjà du trafic. Ils ont fait, en tout cas c'est ce sur quoi ils publient, près de 100 millions d'euros sur la marketplace dès la 2e année. Donc évidemment, je parle que de la marketplace. Hein, sur la partie e-commerce, encore davantage, mais la marketplace tout de suite a compté pour beaucoup d'argent parce qu'ils avaient déjà du trafic. Est-ce qu'on la crée, est-ce qu'on digitalise, est-ce qu'on rajoute de la marketplace à un existant? Ça, c'est ça qui impacte beaucoup la vitesse à laquelle on va faire du cash. On avait préparé d'autres questions, je crois. Non, juste nous, on n'a pas tant d'objectifs de chiffre d'affaires. À l'heure actuelle, déjà, c'est trop prématuré. En revanche, comme je voulais souligner, qu'on en attend des externalités plutôt positives sur notre business cœur aussi. On fait ça, ça permet de réguler une offre, ça permet de réguler des prix de marché. Donc on en attend une augmentation des marges aussi globale sur
démarche produit sur notre business case. On en attend une mutualisation aussi de certaines ressources et donc une meilleure, on va dire, productivité. Donc ce que je veux souligner par là, c'est que on a au-delà du modèle chiffre d'affaires, on a des externalités positives, et notamment sur le coût marketing, avec la fidélisation client, etc., qui sont attendues. Donc ça n'est pas chez nous quel est le volume qui se fait sur la marketplace, c'est vraiment qu'est-ce que crée la marketplace aussi dans un projet, dans une stratégie plus globale. Alors ça, c'est souvent les projets d'économie circulaire ou de gestion de la seconde vie des produits. On voit beaucoup en fait cet objectif, ça crée du trafic, ça crée du réseau, ça crée du business indirect. Donc on voit pas mal de marques de mode en fait qui créent en ce moment leur plateforme de ce type-là. Vous achetez un jean, ramenez votre ancien jean. Donc là j'ai vu ça chez Cyrillus, j'ai vu ça chez... j'ai dû en voir toutes les marques me viennent pas en tête, mais c'est très à la mode pour les marques de mode. En train de booster. J'ai une dernière question, et c'est celle de Tristan tout à l'heure, qui n'a pas eu le temps de la poser, c'est make or buy, c'est-à-dire maintenant qu'on a décidé de faire un projet de marketplace, comment on en vient à l'idée de la faire ou de l'acheter? Nous, on est des gens qui vendons de la techno marketplace, il y a des gens qui peuvent la faire, Mano Mano a fait la sienne. Vous, finalement, avec Pêcheur, la première, entre guillemets, le site pêcheur.com, c'est un do-it-yourself, je sais pas comment dire autrement, c'est un make. Et ensuite, pourquoi sur celui-là c'est un buy? J'attaque. Alors, pourquoi sur celui-là? Raison très très pragmatique. On a une équipe qu'on aurait pu consacrer à cet investissement-là, mais pendant ce temps, on faisait pas autre chose à côté. Donc c'est vraiment pour des raisons de flexibilité et de modèle économique. Il a fallu le trouver aussi. Donc vous aviez un modèle économique qui permettait d'aller, pour moi, relativement vite sur le marché à un coût acceptable, à un investissement tout à fait acceptable. Et donc quand on part de zéro, quand on n'a pas d'objectif précis sur ce qu'on va attendre de la marketplace, il fallait trouver cette souplesse. Et donc nous, c'est pour ça c'est principalement pour ça qu'on a choisi de l'acheter. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'il fallait aller plus vite sur ces développements que vous avez pu le faire sur le développement e-commerce traditionnel? Il y avait pas l'urgence, mais qu'il fallait quand même pas trop tarder à se positionner sur le marché. Aujourd'hui, clairement, ce qu'on garde en homemade chez Pêcheur, c'est l'hybridation qui a construit notre modèle économique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en 15 ans. Et c'est ce qui fait qu'on garde des équipes en interne, qu'on maintient ça, parce que ce savoir-faire-là, il serait difficilement accessible via le marché. Par contre, quand on est sur quelque chose de plus standardisable, où on a besoin justement d'aller vite dans les meilleurs standards du marché, on va dire ça comme ça, sans avoir eu besoin de réinventer la roue spécifiquement, mais en étant quand même capable de customiser s'il fallait certains éléments, la solution achetée nous paraissait la plus logique. On pense aussi, nous. Ouais. Voilà. Oui, nous c'est un peu effectivement la même démarche, on voulait quelque chose de simple, de rapide à mettre en œuvre, c'est vrai, parce que bon, on avait commencé à parler de marketplace, tout le monde pense Miracle, mais là on arrive sur des mastodontes, je dirais, où il y a un temps de mise en œuvre qui est quand même assez impressionnant. Et là, donc si on voulait, c'est vrai qu'on a pris WizaPlace parce que c'est rapide, on l'a mis en œuvre en 3 mois, enfin c'est simple. Aussi, il y a je pense, une ouverture, c'est adapté un peu, je vais peut-être parler un peu technique, mais un petit fournisseur qui ne connaît que Excel, il peut y aller avec Excel. Un fournisseur qui est un peu plus pointu peut attaquer via des API. Il y a aussi cet aspect couteau suisse, adaptabilité qui était intéressante. Mais l'offre, la volonté de passer sur WizaPlace et d'acheter quelque chose, c'est effectivement la rapidité de mise en œuvre et le coût quand même assez modique en fait. C'est moi qui ai posé cette question et tu voudrais que je te réponde?
Non mais, non, mais bon, je vais faire. Mais Corbeil, je pense que ça dépend vraiment. C'est pas simplement j'ai beaucoup d'argent, j'y vais tout seul. Mais après, je pense que quand on part d'un groupe qui a les moyens de financer aussi bien du Miracle, puisque c'était du Miracle d'ailleurs, c'est pas qu'une question d'argent. Je pense que c'est une question aussi d'adaptabilité au modèle qu'on a envie de déployer. C'est-à-dire que je pense que aussi bien je puisse m'entendre avec Philippe Corot, on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait avec With a Place sur Grooming en V2. On a un peu tordu le modèle, c'est-à-dire qu'au démarrage, on ne pouvait pas faire ni de l'e-procurement, ni du e-commerce, ni de la marketplace. On devait faire de la marketplace et c'est des ateliers qui nous ont amené à dire, bah, tiens, en fait, on peut le faire autrement. Donc forcément, Buy, puisque c'est d'abord économiquement plus intéressant, sans parler, alors ça c'est le cheval de bataille, du modèle de pricing sur lequel il me paraît aujourd'hui complètement déconnant de facturer quelqu'un sur du chiffre d'affaires quand on doit simplement assurer un nombre de transactions. Donc que je vende des trombones à 20 centimes ou des bijoux à 10 000 euros, je ne vois pas en quoi l'opérateur de la marketplace facilite mon chiffre d'affaires. Il doit m'assurer un nombre de transactions, donc c'est là-dessus que j'ai envie de le rémunérer et pas forcément sur du chiffre d'affaires de ma marketplace sur lequel j'ai déjà péniblement entre 10 et 20% de marge. Bon, l'allusion se fait par rapport au... Donc c'est important. Il y a un acteur historique sur le marché qui fonctionne à la commission, donc qui prend un pourcentage de ce qui est vendu. Et donc, ce qui n'est pas le cas de With a Place. Voilà, c'était la remarque venait de là en fait. C'est l'écart entre une prise en... Si vous avez une marketplace qui vend 100, qui elle-même prend 15% de commission et vous devez en rétribuer 3 à un acteur tiers, ça veut dire que vous avez 3 sur 5 et donc 20% de votre chiffre d'affaires qui va au prestataire. Ça fait beaucoup. Voilà. C'est ça Vous avez la transaction, vous avez le PSP, enfin, à un moment donné, le modèle économique, il faut le poser sur un papier, et puis c'est pas ça, c'est même dans l'état d'esprit. Encore une fois, un trombone, 20 centimes, si j'en vends 10 000, c'est plus contraignant que si je vends 3 montres. Donc ça effectivement, c'est important. Donc, buy plutôt que make. Maintenant, en partant from scratch, c'est triste, mais quand vous souhaitez financer et faire financer par un investisseur une marketplace, ben, si vous n'avez pas la techno et que vous n'avez pas commencé à faire du trafic, eh ben, vous pouvez toujours courir. Alors que si vous allez dire j'ai une techno de marketplace, on va mettre un billet sur votre techno qui, à mon sens aujourd'hui, vaut pas mieux ou moins bien qu'une autre, parce que aujourd'hui il ne viendrait pas à l'idée à quelqu'un de dire tiens je vais refaire Magento, PrestaShop ou Shopify. C'est des technos qui sont matures et je pense qu'on est arrivé maintenant sur des technologies de marketplace à des technos qui sont matures. J'ai les moyens de me payer un Miracle, je veux plutôt un With a Place ou un Upler, j'en passe et des meilleurs. On a le choix maintenant. Mais il y a encore un frein sur le développement, je pense, économique de ces modèles de marketplace qui doivent faire leurs preuves et qui aujourd'hui sont financés quand elles ont de la techno parce qu'on estime que c'est innovant d'avoir cette techno. Et ben, je ne suis pas trop d'accord. Voilà. Ça, c'est juste pour conclure, après on aura 2-3 questions, puis après on pourra les poser pendant le repas. En fait, on a un buffet qui est arrivé. En fait, c'est lié à l'américaine, hein, les fonds d'investissement français, donc les entreprises qui lancent une marketplace from scratch, et donc pas des entreprises déjà établies qui ont déjà les moyens de lancer la plateforme. Et bien ces entreprises-là, lorsqu'elles n'ont rien, n'ont pas d'argent, elles doivent lever des fonds. Et les fonds français fonctionnent à l'américaine. Effectivement, elles valorisent le capital technologique. Et donc, ces entreprises-là leveront plus facilement des fonds si elles ont recruté des développeurs et elles ont essayé de faire leur propre With a Place, pour faire simple. C'est effectivement les jeunes startups, lorsqu'elles se lancent, lèvent un peu plus facilement, pas forcément très facilement, parce qu'il faut quand même faire la démonstration que le marché est là, que les vendeurs sont là, que les produits sont là et que les ventes arrivent, mais pour lever souvent un peu plus tôt. Voilà, c'est vrai pour la première levée. Après, une fois qu'on a commencé à faire du volumétrie, la techno a un impact assez faible. Par exemple, la rue du commerce est partie chez un éditeur. Voilà. Mais c'est la remarque, c'est vraiment pour les startups en démarrage. Mais écoutez, est-ce qu'il y a une question géniale
qui vient et qui nous retarde le repas. Non, je plaisante. Est-ce que vous avez une question à poser, non pas à moi, mais à eux, hein? Je vais pas prendre le micro filaire. Le fil est pas assez long. Merci. Je suis désolée, je suis pas sûre que la question soit géniale, mais c'est plus une question en marketing et à l'image de marque. Je pense par exemple au cas de pêcheur.com, vous avez décidé de votre marketplace, vous l'avez externalisé sur un autre site, pêcheurconnect.com. Pourquoi finalement vous n'avez pas pris la décision d'avoir un seul site, pêcheur.com, sur lequel on aurait tout, votre propre offre et votre offre marketplace? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, et comment justement avec cette marketplace vous allez quand même associer votre nom, Pêcheur Connect, à cette marketplace? Comment vous allez maîtriser cette image de marque, parce que finalement avec tous ces revendeurs il y a des variables dont on n'est pas maître et on risque d'avoir une expérience client qui est peut-être un peu dégradée, et voilà, c'est ça ma question. Vous avez déjà pratiquement répondu. C'est pas définitif. Mais le choix, ça a été de se dire il faut à la fois qu'on pense stratégie, donc à long terme, donc il faut qu'il y ait un lien avec pêcheur.com qui soit très clair. On a travaillé dans les logos, on a travaillé dans le nom de marque déposé, etc. Pêcheur Connect. Pêcheur Connect, ça pourra être demain, si on fait du commerce associé, une enseigne physique. Mais il faut qu'on pense aussi tactique, donc plus à court terme. Et pour les raisons que vous venez d'évoquer, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, ce partenariat, on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut être capable peut-être de débrancher sans que ça ait perturbé l'image de marque. Ça, c'est la partie stratégique, on va dire, la partie réflexion stratégique. Et la partie UX après, qui pour moi est aussi importante. On est un distributeur spécialisé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, seuls les marketplaces plus généralistes, par rapport à l'image vraiment de distributeur spécialisé qu'on a, peuvent afficher bien clairement les multi-offres entre ce qui est vendu par un tiers, ce qui est vendu par un vendeur, etc. Je pense que on avait un doute, on n'avait pas de modèle dans ceux qui nous rapprochent. Hein. Là, je ne me compare pas du tout à Amazon, je ne vais pas me comparer à Mano Mano, etc. Je pense que je suis un marchand spécialisé, un e-commerçant spécialisé, et je n'avais pas d'exemple de bonne réussite, ou tout simplement que ça existe, de proposer du multi-choix, du multi-vendeur, de façon très claire et maîtrisée sur son site. Donc voilà, pour une raison tactique à court terme, de protection, on a fait ce choix-là, même si à long terme, notre ambition, c'est que quand même on va afficher notre marque, quand même on va taper notre fichier client, donc on va quand même s'engager un peu sur le projet. Voilà. Finalement, en fait, on a un peu plus de temps. C'est à 12h30 que c'est prêt, complètement le plateau repas. Donc, je crois que c'est mon estomac qui a parlé, en fait, je suis désolé. Donc, vous avez 3 personnes, et c'est rarissime d'avoir un plateau de 3 personnes qui opèrent le marketplace. Vous y avez accès, donc je vais voir si comme tout à l'heure, vous avez des questions, c'est le bon moment. Ou pas. Moi j'en avais une. Ah bah non, c'est quelqu'un. Quelque chose qui m'a intrigué tout à l'heure, dans ce que vous avez dit, donc je m'adresse au groupe Le Duf, je ne sais pas donner votre prénom, sur la conduite du changement et notamment sur la digitalisation qui arrive dans l'entreprise, et notamment sur Bridor, qui est un peu la vache à lait, le fer de lance du groupe, sur lequel il y a des vrais sujets de productivité, de digitalisation. Et pourquoi une marketplace serait transposable sur ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est encore du fichier Excel pour les commerciaux, c'est pas de tablette, c'est... Sur Bridor, Oui. Il fonctionne encore à l'ancienne, ouais. D'accord. Tout à fait. Ok, Ouais. donc... C'est pour ça que c'est un vrai sujet groupe. Ça fonctionne encore à l'ancienne. Compris. Voilà. Je tiens juste à préciser, c'est un chiffre qu'on peut trouver publiquement, c'est l'INSEE cette fois-ci, c'est pas la FEVA, la Fédération de vente à distance,
En B2B, parce que là c'est du B2B, c'est pour ça que la digitalisation est pas énorme. En B2B, il y a à peu près 3500 milliards d'euros de ventes entre entreprises, et il y en a seulement à peu près 300 milliards digitalisés d'une manière ou d'une autre, donc c'est soit de l'EDI, de la commande en ligne, etc. Donc on est encore inférieur au B2C, et en plus c'est porté par quelques entreprises qui passent beaucoup d'achats. Qu'en fait en nombre d'entreprises on est beaucoup plus faible encore qu'en nombre d'internautes B2C. Donc la digitalisation B2B c'est le début. Les commandes fax et les commandes avec les carbones sur les bons de commande papier, c'est genre 80% des commandes. Il y a des exemples similaires chez Carrefour où on traite des millions et des millions de factures encore à la main. Et pour compléter les propos, c'est qu'il faut savoir qu'on est sollicité aujourd'hui chez Wizaplace, mais chez nos concurrents aussi. Un projet sur deux sur lequel on est sollicité, c'est du sujet achat. Voilà. Donc il y a un vrai retard en fait pris par les services achats sur la digitalisation de leur process. Ils ont parfois des outils e-procurement très métiers. Dans le bâtiment, ils savent acheter du béton. Dans d'autres secteurs, ils savent vraiment acheter leur matière première, mais digitaliser l'ensemble de leurs achats, ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait en fait depuis des années. Et la marketplace semble répondre, tant mieux pour nous, à cette problématique. En termes de budget de fonctionnement, quelles sont les plus grosses dépenses? C'est le fait, alors je parle en B2C, c'est le fait de faire venir les internautes, c'est le fait de les fidéliser, ce sont les logiciels de gestion de data, parce qu'on n'a pas trop parlé des data, mais aujourd'hui ça vaut de l'or dans les sociétés. Et j'imagine que sur les marketplaces, quand vous en mettez une, il n'y a pas forcément des logiciels de gestion de data qui vous permettent de mieux connaître vos clients. C'est quoi les plus grosses dépenses pour continuer à croître et pas se faire bouffer par un concurrent? En B2B ou en B2C, il y a une grosse différence. Hein. On ne va pas acheter du trafic en B2B comme on en achète en B2C. Donc les plus grosses dépenses du marketplace en B2C, c'est l'achat de trafic. Oui. Vous parlez de la data et de ce qu'on peut en faire. Moi, je viens d'un groupe qui s'appelait Pixmania, où on avait plus de 2 millions de clients. On avait 10 ans de data qu'on n'a jamais utilisé. C'est bien de collecter de la data maintenant. Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on la traite? Toutes ces problématiques de BI et d'intelligence. Alors aujourd'hui, avec l'IA, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes parce que l'IA va le faire pour nous. C'est un bon exemple. L'animation commerciale aujourd'hui sur les marketplaces qu'on a mis en place chez Groupe Le Duf, depuis une semaine, on ne va plus le faire. C'est l'IA qui va le faire. On a mis en place une solution qui s'appelle NetWeb, qui est un partenaire de Wizaplace, qui vient proposer ce qu'on appelle des stratégies pour qu'en fonction de qui se présente sur le site, on puisse pousser, c'est un peu comme le fait Amazon. Hein. Amazon a 1500 développeurs pour le faire. Chez NetWeb, je pense qu'ils sont 15. Mais en gros, c'est à peu près la même chose. C'est comment je capitalise sur mon trafic, comment est-ce que j'arrive à analyser les internautes qui me ressemblent, et comment je monte des stratégies. Et la plus importante pour moi, c'est la balai. C'est la dernière. C'est bien de dire, lui a acheté ça, alors il pourrait lui ressembler, alors je vais lui proposer ça, puis dans cette catégorie, puis je m'aperçois que c'est un boulanger, je ne vais pas lui proposer d'acheter de la viande. Ok, super, ça on va pouvoir le faire, mais à la fin, il faut quand même présenter un produit. C'est quoi le dernier produit qui est présenté? Donc ça, on commence à le faire de manière un peu intelligente, et ça enlève des coûts. Aujourd'hui, sur Gourming, on a peut-être 2 personnes qui font de l'animation commerciale. Et ils vont pouvoir faire autre chose, ils vont peut-être pouvoir analyser ce qui se passe plutôt que d'aller présenter les produits, par exemple. Mais en B2C, oui, l'achat de trafic, il est capital. Et le SEO, parce que c'est du trafic gratuit. Et ça, on n'en parle pas beaucoup dans les marketplaces, et pour moi, ça fait partie quand même de ce que font bien les concurrents d'Amazon. J'ai une marketplace, je ne fais pas que du transactionnel, on revient chez moi pour autre chose que mes produits, on revient aussi chez moi parce que je connais mes produits, je sais en parler, j'ai des articles sur mes produits, j'écris sur mes produits, et ça fait vraiment la différence par rapport à Amazon qui a commencé à faire aux US des expériences sur des petits producteurs artisans
des bijoutiers, des potiers, etc., où ils essaient de raconter des histoires, mais ça n'a pas été extrêmement bien. Ils sont très transactionnels, Amazon. Les marketplaces qui vont se distinguer, pour moi, il faut qu'ils racontent des histoires. C'est ce qu'on fait nous aussi sur Gourming. Hein. On va chez le petit producteur, on le filme quand il est en train de récolter ses huîtres, quand il tue ses cochons, un petit peu moins. Mais... J'ai une anecdote sur ça. Rakuten au Japon en fait a basé quasiment tout son succès, alors depuis longtemps, hein, je parle de bien avant les rachats de Price Minister et autres, donc vraiment le succès au Japon, sur du storytelling du produit. Donc pas du vendeur, ils ont bien respecté le du produit. Parce que pour tout vous dire, en fait, il y a un vendeur d'œufs, alors on consomme énormément d'œufs au Japon, je ne savais pas trop, mais il y a un vendeur d'œufs qui vend 45 millions d'œufs par jour sur Rakuten. Donc on peut acheter des œufs là-bas. Et en fait, on peut voir la vidéo de sa poule pondeuse. Donc ils ont une webcam sur genre je sais pas 10 millions de poules. Et en fait, suivant le numéro de l'œuf qu'on a, on peut retrouver la poule et on peut voir la webcam de la poule pondeuse. C'est vous dire l'extrême. Alors là, on est dans l'excessif. Mais c'est pour vous dire à quel point je suis d'accord. Voilà. Il y a évidemment tout un chemin intermédiaire avant d'en arriver à cette extrémité-là. Mais j'ai vu sur le flacon d'huile d'olive le plus vendu sur Tmall, donc il en vend 4,5 millions de bouteilles par an, donc on commence à parler de volumétrie. Donc c'était un fabricant d'huile d'olive, donc pareil, on peut voir en fait la zone, alors là pas l'olivier, mais la zone dans laquelle la bouteille a été cueillie, les olives ont été cueillies, etc. On peut voir un plan et alors là il n'y a pas une caméra par olivier, mais il y a des zones élargies. Donc, mais sur Gourming, on a nous des pêcheurs qui nous ont proposé d'embarquer des webcams pour qu'on puisse diffuser en temps réel la pêche des poissons qui par la suite vont se retrouver une semaine ou 2 semaines après à Montréal par exemple. Donc ça c'est rigolo. Les vendeurs de voitures font ça aussi. Ouais. Tu peux voir ta voiture. On les voit pêcher les voitures. Voilà. Alors, qu'est-ce qui non, je confirmais sur le poste, le coût le plus important, et dans le business model de la marketplace, oui, c'est l'acquisition de trafic, ça c'est clair. Et c'était, pour compléter ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est une des questions qu'on se pose sur la façon dont on va utiliser notre fichier. Parce que, effectivement, le fait d'avoir fait un site à côté, ça nous oblige à aller driver du trafic autrement vers ce site-là. Et ça pourra faire partie des choses qui seront remises en question, parce que ce qui est vraiment cœur dans la marketplace et qui va faire l'essentiel des coûts, c'est clairement l'acquisition de trafic. Après, il y a des solutions intermédiaires, hein, donc il y a pas je sais que j'ai beaucoup parlé de ManoMano, mais c'est juste un site connu, qui a lancé une deuxième marketplace qui est Supermano, et de la même façon, ils ont fait une deuxième URL. Donc la deuxième marketplace, c'est du service, donc je peux acheter ma perceuse et mon grillage dans le 1, et dans la 2, me faire installer mon grillage. Donc c'est de marketplace, ils l'ont créé en deuxième. Par contre, on peut faire des liens forts. Si on a dans les menus partout dans la première, aller voir Supermano, des bannières, malgré tout, ceux qui portent un intérêt à ce service-là, du coup, vont sur le deuxième. Vous avez un moyen peu coûteux, voire même franchement gratuit, de rediriger. 2 questions. Une première sur, on a parlé un peu du modèle économique d'un autre acteur. Si on veut monter une marketplace, c'est quoi en budget? Donc ça, c'est la première question pour Eric. Et la deuxième question, pour les distributeurs, tout à l'heure vous avez parlé de l'or, qui était la fiche produit. Et je voulais savoir si derrière vous aviez un PIM et un DEM pour gérer tout ça. Je réponds à la première. Alors, je peux répondre sur les coûts, les nôtres, hein. Les coûts des autres, je ne les connais pas tous très bien. Donc globalement, il faut compter, je vais mettre une fourchette, puisque suivant le degré de personnalisation qu'on fait, notamment de la partie front, donc la partie acheteur, si on veut lancer un projet rapidement, efficacement, on peut utiliser des bases de templates et faire une simple customisation de ces templates. Dans ce cas-là, ça va être beaucoup moins coûteux dans la phase de build. Donc on va être sur un projet entre 30 et 50 000 euros, on va dire. Et ensuite, il y a des projets qui sont en mode beaucoup plus complètement custom et qui ne veulent pas simplement adapter des maquettes, mais réaliser un développement
à façon, enfin un look pardon, sur mesure, voilà le bon mot que je cherchais, pardon. Et là on va rajouter, c'est pareil, si vous avez des produits qui tournent en 3D avec de la géologue temps réel et le lancement dans 50 pays, ça va être plus cher que si vous avez une maquette plus classique qui ressemble aux conventions, forcément. On va dire entre 20 et 50 000 euros de build, suivant que vous soyez les plus fous. Et puis ensuite, les projets les plus ambitieux et les plus industriels, ceux qui font déjà du business ou qui ont une ambition hyper forte, on va avoir, mais comme de l'e-commerce, c'est pas plus, là c'est les mêmes coûts, le besoin de relier l'information avec le système d'information. Donc pour par exemple envoyer les commandes ou les bases d'utilisateurs au CRM. Et alors là pour le coup c'est pas nous qui le faisons, donc ça dépend beaucoup de l'intégrateur. Parfois c'est fait dans la DSI en interne. Là je peux pas vous donner. Mais ça c'est pas nous qui le facturons. Et c'est le même prix qu'un e-commerce. Ça ne change rien du tout là, de ce côté-là. Sur la fiche c'est un abonnement annuel. Donc c'est un coût fixe mais annuel. Donc c'est... Sur la fiche article en mémo, puisque j'en parlais tout à l'heure, on a un PIM maison, mais qu'on est en train justement de remettre en question parce que il y a des manques et on n'avait pas de dame, mais parce que à l'époque où on a construit les choses, il n'y en avait absolument pas d'utilité, et on va y venir aussi, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, l'expérience qu'on va offrir dans la fiche article, elle doit inclure aujourd'hui du média, de la vidéo, etc. Voilà, pour répondre brièvement, c'est comme ça chez nous. Alors pour la marketplace, comme c'est du B2B, et ce sont vraiment nos vendeurs qui mettent leurs produits en ligne, donc c'est eux qui font leurs produits. Mais pour le site B2C villaverde.fr, effectivement, on a un PIM qui est à Kenéo, en fait. Parce qu'on gère 150 000 articles. Et le DAM, c'est le prochain projet, parce qu'effectivement, ça devient indispensable. Pour compléter sur des projets B2B, il faut savoir qu'on peut servir souvent de PIM. C'est le premier étage de la fusée qu'on nous demande. Justement sur référencer tous nos fournisseurs. Si on prend des groupes dans des secteurs très industriels, l'idée c'est de référencer les fournisseurs, d'apporter effectivement les premiers éléments de fiche article. Donc on peut servir aussi, nous, de premier étage de la fusée au niveau PIM. Sur la V1, on avait un PIM qui était PIM Core. Et on l'a décommissionné sur la V2. Justement, est-ce que cette première étage de fusée suffisait? Il faut savoir, c'est pas forcément fait pour ça, hein, le PIM de WizardPlace, notamment dans un PIM, on s'attend à ce qu'on puisse avoir de la validation de produits avec des cycles. Donc on l'a pas sur WizardPlace et c'est pas forcément le modèle. En revanche, d'avoir l'intégralité des attributs qui sont répliqués entre un PIM et WizardPlace, il n'y a pas forcément c'est pas très compliqué. Donc du coup, on a un peu triché, nous, on se sert de Salesforce comme PIM, pas que, puisqu'on fait aussi en CRM, et on est même en train de mettre le pricing dedans. Donc ça fait le job, et on n'est pas sur 1 million de refs, donc ça marche plutôt pas mal. Je reviens sur les coûts. La plateforme en elle-même de Marketplace, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus coûteux. En standalone, quand vous démarrez que sur un projet où vous avez des marchands, des produits et que c'est pas les vôtres et que vous êtes un pure player, il y a pas. Quand vous rentrez dans un groupe et que vous avez SAP, que vous avez des EDI avec de la logistique et que vous consolidez les commandes pour vos marchands, que vous avez un bus de données, en l'occurrence nous on a Mulsoft qui est un ESB qui est dans le giron Salesforce maintenant. Là, l'interfaçage commence à être un peu plus complexe, et c'est des coûts en plus. Mais voilà, enfin, il n'y a pas de différence entre je mets un e-commerce et derrière tout cet environnement, mais au sein d'un groupe, c'est rarement en standalone. Hein. Voilà, il y a toujours des briques, sans parler effectivement du CRM, sans parler de SAP, sans parler de. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois, vraiment, c'était super.
pour ce partage d'expérience. Et donc, à vous tous, puisqu'au final, il y avait plein de questions, même s'il a fallu un peu les chercher. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir